dans le discours de haine qui confine, lui, à l'antisémitisme, c'est parfaitement scandaleux. Vous avez le sentiment qu'on s'indigne davantage de la présence du RN que de l'absence de la France Insoumise? Absolument. Mathieu Hoc. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Le plus important dans ce type de manifestation, c'est qu'elle soit transpartisane et qu'il y ait un maximum de personnes, parce que l'antisémitisme est une cause qui est nationale et qui doit être érigée en priorité politique. Là, ce que l'on voit, c'est que les élus de la majorité se sont sabordés eux-mêmes sur cette question-là, dans la mesure où, en refusant la présence du Rassemblement national ou en mettant en place des cordons sanitaires dans les manifestations, ils se coupent avec une partie de l'électorat français, et notamment des 30% de gens qui votent pour le Rassemblement national. 13 millions d'électeurs, évidemment, pour le Rassemblement national. Mais tout à fait, et ce ne sont pas des gens qui sont antisémites ou qui l'ont été. Donc là-dessus, il faut être très très clair et très très ferme. Il faut que l'antisémitisme soit une cause nationale, qu'elle puisse être occupée par tous les partis politiques, et tous les partis politiques, y compris ceux qui sont nés avec une partie de leur logiciel politique faisant partie de l'antisémitisme, peuvent être présents à cette manifestation. Et ce qu'il faut attaquer, c'est plutôt ceux qui ne le sont pas. Allez, il est 6h15. Ce que dit Amaury sur les trois causes, trois sources d'antisémitisme. Moi, j'aimerais bien revenir sur une des trois, qui est justement la question des influenceurs et la question de cet islamisme qui développe une haine des Juifs. Là-dessus, elle capitalise sur deux sujets. Le premier, c'est la question de l'antisionisme, notamment en assimilant Israël au régime nazi. Et on voit ça de plus en plus sur les réseaux sociaux, des influenceurs qui comparent la politique israélienne à la politique nazie, ce qui donne lieu aux jeunes qui suivent ces influenceurs des comportements qui sont très hostiles à l'égard d'Israël, puisque si l'on considère qu'Israël est similaire au régime nazi, alors dans ces cas-là, effectivement, on peut crier mort à Israël, on peut crier toutes les horreurs qu'on peut entendre dans vos vidéos. Et l'autre point, c'est la question du complotisme. On sait qu'en France, aujourd'hui, il y a plus de 10% des Français qui croient au moins à une théorie du complot. Cette question-là, elle n'a pas été suffisamment adressée par les pouvoirs publics, et elle laisse penser que les Juifs en France et dans le monde dominent l'ensemble des sphères de pouvoir. Et là-dessus, ça rejoint l'antisémitisme du coup d'extrême gauche qui se targue d'être contre les puissances d'argent et qui se targue d'être contre toutes les puissances dominantes, et qui vise justement au renversement de la table. Et c'est là où on voit un croisement arriver intellectuel entre l'antisémitisme d'extrême gauche et l'antisémitisme d'une partie de la jeunesse musulmane radicalisée. Allez, pour finir, je vous propose de partir aux États-Unis. On ne nomme pas suffisamment bien les choses. Oui, effectivement, il ne pose pas le bon diagnostic sur les ressorts de l'antisémitisme en France. Néanmoins, je pense que ses intentions restent louables. Pour moi, il a raison dans sa lettre de parler de France universaliste, parce que c'est le modèle de la France que d'être un pays universel et universaliste, avec une vision notamment pour les Juifs de France. Il faut quand même rappeler que la République, en 1791, a été la première nation à intégrer les Juifs européennes dans la citoyenneté. Il y a eu le décret aussi Albert Crémieux lors de la Troisième République, où l'on a accordé la citoyenneté française aux Juifs d'Algérie. Donc on a une tradition française historique à l'égard du peuple juif, et ça, il faut qu'on s'en souvienne, et le président de la République, là-dessus, a raison d'aller en ce sens. Alors, les mots du président de la République. Amaury, moi je pense effectivement qu'Emmanuel Macron aurait dû se placer dans ce cortège et être aux avant-bords de la manifestation, aussi sur le modèle de François Hollande lors de la manifestation pour Charlie Hebdo. Lorsqu'il y a eu des attentats qui ont dramatiquement touché le sol français, François Hollande a réussi à embarquer à la fois tous les partis politiques de l'ensemble de la classe politique derrière lui lors de la manifestation sur Charlie Hebdo, alors qu'on n'était pas tous d'accord avec la politique du président de la République. Et il a réussi aussi à faire venir des chefs d'État étrangers comme Mahmoud Abbas, comme David Cameron, Angela Merkel, etc. derrière lui pour porter le combat. Là-dessus, l'antisémitisme, comme on l'a vu, et comme on va en parler peut-être sur ce plateau, l'antisémitisme est un sujet européen et occidental, voire même mondial aujourd'hui. Il faut absolument que le président de la République puisse embrasser une coalition large pour pouvoir traiter cette question-là, parce que, il faut aussi le rappeler, 71% des Français sont critiques à l'égard du bilan d'Emmanuel Macron en matière de lutte contre l'antisémitisme. On ne lui aurait pas reproché, invoqué par le député Éric Coquerel qu'on vient d'entendre à l'instant. Non, complètement. La France insoumise a une lecture qui, pour le coup, par rapport à ce que dit Éric Coquerel, est partiale du conflit. C'est-à-dire qu'ils estiment
de toute façon qu'Israël sera dans l'erreur parce que leur socle électoral aujourd'hui actuel est en faveur de la Palestine. Or il y a d'autres possibilités et d'autres grilles de lecture de l'analyse du conflit au Proche-Orient, notamment celle portée par Dominique de Villepin ou par d'autres personnes, qui n'iraient pas dans le sens total d'Israël. Donc il ne faut pas dire absolument, si on n'est pas de la France insoumise, alors on est pour Israël. L'autre point que je vois aussi sur cette question-là, c'est la question électorale. C'est-à-dire que la France insoumise fait de l'arc républicain, en le mettant entre guillemets, un argument du vote contestataire, de mobilisation de gens qui se réclament d'être contre les institutions de la Ve République, d'être contre les pouvoirs politiques, le pouvoir politique en place. Or, si la France insoumise veut appeler à un renversement de la table au niveau politique, ils sont obligés d'être toujours dans la surenchère politique permanente en pratiquant la stratégie de l'outrance et de l'outrage. Et là-dessus, ne pas participer à une marche contre l'antisémitisme, c'est pour moi, selon eux, un élément qui va dans ce sens et cette stratégie de capter les voix contestataires. Alors, je termine pour être évidemment aujourd'hui. Oui, on voit qu'il y a une problématique terroriste qui remonte brutalement entre 2023 par rapport à ce qui a eu lieu en 2015. Là où on a eu en 2015 un risque terroriste qui était un risque terroriste lié à des organisations terroristes présentes à l'extérieur de nos frontières via Daesh dans l'État islamique au Levant, Syrie, Irak. Maintenant, on a en 2023 un risque terroriste qui est beaucoup plus diffus, qui est lié à ce que Gilles Kepel parle de djihadisme d'atmosphère, qui est lié à des acteurs isolés qui peuvent passer à l'acte très, très rapidement et surtout dont on ne connaît pas le motif. Et là-dessus, la marche contre l'antisémitisme, pour des gens qui vomissent Israël et le peuple juif depuis toujours, et c'est dans leur conception politique et intellectuelle, cette marche-là peut être un facteur de passage à l'acte terroriste. Et donc, il est tout naturel que les pouvoirs publics se saisissent pleinement de ce risque et de cette menace pour pouvoir mettre en place des dispositifs de sécurité adéquats. Alors, on va en venir à David Guiraud. Ah oui, complètement. J'ai été vraiment choqué par ce type de propos qui, moi, m'inspire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui vont dans ce sens du complotisme un peu ambiant et de ce trait d'union que une partie, on va dire, des intellectuels d'extrême gauche et des politiques d'extrême gauche essayent de tirer entre Israël et les régimes politiques les plus sombres de l'histoire. Ça peut être le cas du régime nazi, là c'est pas en l'occurrence le cas, mais c'est aussi le cas avec l'apartheid sud-africain où la LFI avait porté une proposition de loi visant à qualifier le régime israélien d'apartheid. Et quand on sait ce que c'est que l'apartheid sud-africain au cours du XXe siècle, on sait qu'on en est loin sur la question israélienne. L'autre point qui m'a frappé, c'est que David Guiraud il rentre pleinement dans la guerre et la guerre de communication entre le Hamas et Israël. Sauf qu'il se place du côté de facto du Hamas dans cette guerre de communication, puisqu'il alimente, on va dire, un discours complotiste et mensonger à l'égard d'Israël. Bon, je vous propose de rentrer de plein pied dans le conflit au Proche-Orient.